Bonjour, ravi de vous accueillir à ce petit déjeuner débat un peu particulier sur la ROCO 2020 du think tank Économie Santé. Compte tenu des conditions sanitaires de respect des gestes barrières, vous êtes pour certains ici dans cette salle avec un fauteuil séparant chaque personne et pour d'autres en distanciel, donc devant votre ordinateur. J'imagine que vous êtes très nombreux, bien évidemment. Vous pourrez réagir et poser des questions sur Twitter avec le hashtag think tank Économie Santé et aussi pour ceux qui sont à distance sur votre page internet de connexion. On prendra toutes les questions, les commentaires en fin de réunion. La ROCO 2020 du think tank Économie Santé est consacrée cette année à la gouvernance du système de santé. Transformation du système de santé, la gouvernance doit être plus efficace et plus lisible. Avec un sous-titre, comment tirer les leçons de la pandémie de coronavirus. Je vous présenterai les grandes lignes de cette ROCO. Ensuite, Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique Covid-19, sera un peu notre grand témoin. Il est aussi président du Comité consultatif national éthique et très bon connaisseur, pour le dire simplement, du système de santé. Il nous fera part de son point de vue sur la gouvernance du système de santé, tel qu'il l'a vécu, et analysé au cours de la crise sanitaire actuelle. Quels sont les points forts de la gouvernance? Y en a-t-il? Ses carences et ses insuffisances? Et en fait, que révèle la crise sanitaire? Que peut-elle permettre d'améliorer? Ensuite, pour débattre de la recommandation, 4 personnalités interviendront. Anne-Marie Broca, présidente du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Le HCAM, auquel Olivier Ferrand, ça n'a échappé à personne, a confié une mission de refonte de l'ONDAM pour créer les conditions, entre guillemets, donc de refonte de l'ONDAM pour créer les conditions d'un débat démocratique et en évaluer et renouveler les moyens de régulation. On verra que dans notre cours, on parle beaucoup de l'ONDAM, donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Elle nous dira aussi ce qu'elle pense du nouveau rôle que nous souhaitons dans cette recommandation confier au HCAM, un rôle carrément de prospective. Christophe Lalonde, ancien directeur de la RS Grand Est, au plus fort de la crise sanitaire sur le territoire dramatiquement le plus touché, interviendra ensuite. Et puis 2 parlementaires, Jean-Pierre Dor, député LR du Loiret, vice-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et Yves Daudigny, sénateur, Parti socialiste de l'Aisne, pas Parti socialiste de l'Aisne, mais sénateur de l'Aisne, Parti socialiste, pour encore quelques jours, car il ne se représente pas à la Haute Assemblée, et qui est vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Ensuite, nous échangerons avec vous et nous donnerons la parole à quelques membres du think tank, en particulier Cédric Arcos, qui est le DGA de la région Île-de-France, Jean-Baptiste Bonnet, qui est médecin, ancien président de l'ISNI, Guillaume Denet, analyste des politiques de santé à l'OCDE, et Gérard Raymond, président de France Asso Santé, et peut-être Noël Renaudin, expert, qui nous donnera son point de vue, parce qu'en réunion, il y a toujours un point de vue très tranché, ou en tout cas, il nous recadre régulièrement dès qu'on dérive et qu'on se laisse aller un peu dans la facilité. Alors, cette reco du think tank Économie Santé, c'est la 9e. Elle est emblématique et significative de la manière dont nous travaillons. Depuis 9 ans, les membres du think tank se réunissent une fois par mois, de mai à février. Aujourd'hui, au nombre de 53, les membres du think tank Économie Santé doivent chaque année choisir un thème de réflexion pour l'année. Les discussions sont riches, parfois vives, car il nous faut déterminer un thème que nous estimons original et sur lequel nous pouvons apporter une contribution décisive pour le système de soins, ce qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de séminaires. Donc on essaye bien évidemment d'être un peu en contre-champ et d'apporter quelque chose qui va vraiment permettre de faire avancer les choses. Alors nous sommes indépendants, ça va de soi, et nous travaillons pour l'intérêt général qui, comme chacun sait, n'est pas la somme des intérêts particuliers. Nous avons ainsi fait des recos, en particulier sur la prise en charge des personnes âgées de plus de 75 ans, qui demeure un problème très important, avec l'expérimentation PRPA qui s'est terminée cette année, dont les résultats ne sont pas forcément extraordinaires. On a travaillé aussi sur la coordination des soins, là aussi il y a des choses à améliorer. On avait une recommandation sur l'hôpital, on avait titré, c'est amusant au jour d'aujourd'hui, sur la manière de donner aux établissements hospitaliers les moyens de faire des économies. C'est-à-dire leur donner plus d'autonomie et peut-être qu'on arriverait à faire des économies.
Comment faire en sorte que chacun ait intérêt à se mobiliser, c'était le thème d'une recommandation pour les soins de qualité, en agissant sur les tarifs. Autre recommandation, mobiliser l'innovation pour réduire les inégalités de santé. Vous savez que l'innovation, naturellement, aggrave les inégalités de santé, donc on avait essayé d'inverser le mouvement. Et puis, l'année dernière, c'était améliorer la pertinence en santé. Là aussi, il reste beaucoup à faire. Donc, force est de constater, surtout en cette période de crise sanitaire redoutable, que toutes ces bonnes résolutions, de même que toutes les lois, directives et rapports en tout genre, et également Ma Santé 2022, et c'est à craindre aussi le Ségur de la Santé, ont une fâcheuse tendance à se fracasser quand il s'agit de les mettre en œuvre. Et en dépit des progrès accomplis ici ou là, il ne faut pas les nier tout de même, les réformes se fracassent sur l'incompréhension des professionnels et des citoyens, l'inertie, les corporatismes, les freins et les obstacles en tout genre. Ceci est d'autant plus regrettable que la France est l'un des pays où les dépenses de santé sont les plus importantes, alors que les insuffisances persistent, comme le défaut de prévention, l'accès aux soins qui est de plus en plus difficile, les inégalités, on l'a dit, la pertinence des soins, et aussi que les professionnels de santé ont le sentiment d'être maltraités. Donc on met beaucoup d'argent et personne n'est content, ça pose un petit problème quand même. Donc il y a un an, quand nous avons dû déterminer le thème de l'année, la question essentielle était, à nos yeux, pourquoi les réformes ne sont-elles pas appliquées ou pourquoi ne correspondent-elles pas à ce que les professionnels ont envie de faire. C'est ainsi que nous avons décidé de travailler sur la gouvernance du système de santé, car manifestement, c'est elle qui pêche. Mais toucher la gouvernance du système de santé fait peur, car il y a toujours plus urgent à faire. C'est ce que nous a dit un député de La République En Marche au moment de l'élaboration du plan Ma Santé 2022. Toucher à la gouvernance de santé, du système de santé fait peur, car cela risque de déstabiliser tous les acteurs, et en particulier les administratifs, et on craint l'embolisation de tout le système. Ça a été un peu le cas, paraît-il, lors de la création des ARS. Toucher à la gouvernance du système de santé fait peur aussi, car on craint le grand soir, qui forcément sera prôné par certains. En définitive, toucher à la gouvernance fait peur, car les effets risquent d'être pires que l'existant. Bref, ce n'est pas simple. Mais nous pensons en particulier, grâce aux personnes que nous avons invitées à débattre, au cours de cette année, on a invité Nicolas Revel, à l'époque directeur général de l'assurance maladie, maintenant, comme vous le savez, il est à Matignon. Cécile Courrèges, ancienne directrice générale de l'offre des soins. Thomas Ménier, député de Charente, actuellement rapporteur de la Commission des affaires sociales. Frédéric Collet, président du LEM. Éric Trottmann, qui nous a beaucoup inspiré, qui est le conseiller pour les affaires sociales, la santé et l'emploi des ambassades de France au Danemark, en Norvège et en France. Dominique Collat aussi, président de l'Association des centres hospitaliers locaux et des hôpitaux de proximité. Nous avons vraiment le sentiment que nous avons fait des propositions qui peuvent faire avancer les choses. Je vais vous en faire le résumé. Alors, la recommandation 2020, d'original, qu'elle a été élaborée de mai 2019 à février 2020, c'est-à-dire avant que la pandémie ne prenne l'ampleur dramatique que l'on connaît. Et en fait, elle est à nos yeux d'autant plus pertinente de fait de ce décalage de temps, ce diagnostic à froid dont les éléments ont été révélés au grand jour par la crise sanitaire, permet d'avoir une analyse de fond débarrassée peut-être des facteurs émotionnels. Alors notre je vais essayer d'aller assez vite, mais enfin quand même, pour ceux qui n'ont pas lu, mais je vous conseille vraiment de lire cette recommandation, parce que je l'ai relue pour l'occasion, et j'ai trouvé pas mal quand même. Alors la première recommandation, ça concerne le ministère de la Santé. On avait envie de titrer au départ, il faudrait que le ministère de la Santé me remette un peu d'ordre au sein de ses directions. Alors on l'a dit un petit peu plus soft, mais c'est ça que ça veut dire. Le ministère des Solidarités et de la Santé doit redonner du sens au débat public sur la politique de santé au-delà du projet de loi de financement de la sécurité sociale et se réorganiser. Parce que la gouvernance doit être avant tout lisible. Le ministère, en parallèle du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, doit avoir pour mission de présenter et de débattre de ses objectifs de santé publique et d'organisation de l'offre de soins de façon claire. Il ne doit pas se contenter à une vision perçue comme forcément financière. Et c'est le cas,
parce qu'on discute du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc à nos yeux, dans ce but, il doit poursuivre, accélérer sa mue et renforcer son management pour clarifier son fonctionnement et les responsabilités de chaque direction, en veillant à préserver un équilibre entre elles pour que l'objectif financier soit à sa juste place. Parce qu'au ministère de la Santé, il existe 5 directions que tout le monde connaît, dont les missions et les périmètres ont évolué indépendamment les unes des autres, ce qui conduit à des chevauchements et des partages de responsabilités, ce qui fait qu'un interlocuteur, un acteur de santé, un professionnel de santé, peut avoir plusieurs interlocuteurs qui ont des intérêts, des visions et une organisation différente au sein des différentes directions. Donc manifestement, c'est remettre un peu l'édifice à l'endroit, de voir quel est le projet de santé chaque année, comment on le finance, et que les directions soient un peu plus mises en cohérence, en sachant que le PLFSS, il est fait par la direction de la sécurité sociale, sans, paraît-il, forcément impliquer complètement la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, ce qui fait qu'il y a des effrissements. Alors deuxième, ça paraît important, parce que la gouvernance, ça part un peu d'en haut quand même si on voit bien que c'est le bas qui doit être inspiré. Deuxième temps, c'est unifier la gouvernance du système de santé. En France, on a un système tout à fait étonnant, c'est l'État qui gère les hôpitaux, l'assurance maladie qui gère les libéraux, les médecins libéraux et les autres libéraux, et grosso modo le département qui gère le médico-social, alors qu'on veut essayer de faire travailler tout le monde ensemble. Donc on voit bien que ça part mal. Donc ce qu'on propose, ce n'est pas une gouvernance unique, c'est-à-dire tout confier à l'assurance maladie, ça poserait des problèmes, tout confier à l'État, ça poserait d'autres problèmes. Créer une agence nationale de santé, comme ça avait été envisagé, c'est une idée qui n'est pas tellement reprise aujourd'hui, parce que la santé, c'est avant tout un acte politique, et de plus en plus. Donc il faut laisser ça dans les mains du ministère. Donc pas de gouvernance unique, mais création d'une unification de la gouvernance en réunissant les opérateurs pour favoriser les regards croisés par des décisions partagées avec des objectifs précis, comme les décloisonnements des professionnels de santé. On sait que dans le cadre de la coordination des soins, les relations ville-hôpital, c'est vraiment le sujet majeur. Les soins non programmés, enfin l'excès de personnes aux urgences, la difficulté d'avoir des soins non programmés, on voit bien que donc ça pourrait être cette unification de la gouvernance avec des objectifs très précis pourrait améliorer les choses. Aussi sur la classification commune des actes médicaux, qui a justement pour objet d'unifier la tarification des activités identiques en ville et à l'hôpital. Donc la révision de la CSAM clinique, toujours reportée, doit devenir une priorité doit être effectuée sans plus attendre. La télémédecine, ce n'est pas la même organisation en ville et à l'hôpital. Les tarifs sur un même axe, ce n'est pas les mêmes en ville et à l'hôpital. Donc il y en a qui sont privilégiés dans un coup, il y en a d'autres qui sont privilégiés dans une autre vision. Troisième recommandation, c'est décloisonner l'objectif national des dépenses de santé, bras armé de la gouvernance. Donc c'est tout simplement redonner du sens à l'objectif national de dépenses de santé de l'ONDAM pour en faire un outil efficace de gouvernance et en le refondant sur une approche plus intégrative de la dépense de santé pour accompagner la transformation du système de santé et non pas de figer l'existant. Aujourd'hui, il y a des rentes de situation et ces rentes de situation perdurent parce que le PLFSS reconstruit un peu la même chose chaque année. L'ONDAM et ses sous-objectifs ne sont pas cohérents et donc ne sont pas responsabilisants. Alors le ministre Olivier Véran s'en est aperçu, on n'est pas les seuls à s'en être aperçus. Comme je vous le disais, il a confié une mission au HCAM à Madame Roca qui nous en parlera peut-être. Voilà. Déconcentrer fortement. Alors on a eu un débat, Christophe Lalonde nous en parlera, déconcentrer fortement pour sortir un petit peu, et puis Cédric Arcos aussi de la région de France nous en parlera, pour sortir du débat déconcentration, décentralisation. Il y a les tenants de la décentralisation et puis il y a les tenants de la déconcentration, chacun sait ce que c'est, déconcentration c'est l'État en région, décentralisation c'est les acteurs qui sont responsables. Alors, on a opté, mais c'est quelque chose qui évolue, pour préconiser une déconcentration forte en facilitant les démarches plutôt que décentraliser, ce qui pourrait être envisagé dans un deuxième mouvement, tant les contraintes administratives sont fortes, ne serait-ce que les tarifications des professionnels de santé et la valeur des actes, ainsi que le financement ou
Voilà, c'est l'écho. Voilà, donc c'est renforcer l'autonomie, la capacité d'agir et les moyens des agences régionales de santé. Elles ont été très décriées dans la crise. Il y a une sorte de ARS bashing, un peu avec facilité sûrement. Je pense que c'est intéressant de se reposer la question des ARS, et elles sont un peu entre le marteau et l'enclume, on a bien compris. D'un côté il y a le ministre, de l'autre côté il y a les régions, les territoires, et elles ont du mal. Donc c'est sûrement renforcer leur autonomie et leur capacité d'agir. Et puis impliquer bien évidemment, responsabiliser franchement les élus locaux en leur donnant une place de choix au sein des ARS. Qu'on s'aperçoit que les collectivités territoriales, les élus ont une place dans les ARS, dans les comités, machin, mais une petite place, donc ils n'y vont pas. Donc il faut vraiment jouer le jeu et leur donner une vraie place. Valérie Pécresse, présidente de notre région ici, Île-de-France, propose que ce soit la présidente de la région qui préside les ARS. Je ne sais pas si c'est possible, enfin on demandera l'avis de M. Lalonde. Décloisonner les formations des professions de santé et aussi des administratifs, ça fait un petit moment qu'on le dit, mais vraiment il faut le faire. Au sein des professions de santé, si on veut qu'il y ait une coordination des soins, que les gens se connaissent, il faut qu'ils se connaissent quand ils sont étudiants. Et qui sortent un peu, qu'ils apprennent ce qu'est le système de santé, c'est très insuffisant aujourd'hui. Les administratifs de même, il faut faire du mélange entre eux et puis aussi avec les professionnels de santé. Ça se fait un peu, mais vraiment il faut que ce soit amplifié. La gouvernance finalement, comme disait Christophe Lalonde quand on a préparé tout ça, c'est comment faire en sorte de faire travailler les gens ensemble. Alors, le système de santé, ce n'est pas le seul système où chacun est un peu dans son couloir, mais c'est sacrément le cas. Et donc, c'est comment faire en sorte que les médecins hospitaliers travaillent avec les médecins de ville, qu'ils travaillent avec les ARS, qu'ils travaillent avec les collectivités territoriales. On voit bien sur les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, qui se mettent en place difficilement, que c'est vraiment le sujet majeur. Voilà, et il faut aussi former les professionnels de santé, en particulier les médecins, aux principes qui régissent le système de santé. Gouverner avec les citoyens, les usagers, les patients, les malades. C'est pas simple, j'en parlais, Gérard Raymond nous en parlera plus en détail tout à l'heure, j'en parlais avec Gérard Raymond, président de France Asso Santé. C'est pas simple, mais il faut vraiment en avoir la volonté, et c'est évidemment avec les patients et les citoyens qu'on y arrivera. Il faut vraiment accompagner activement l'implication croissante des patients dans le système de santé pour les associer à la gouvernance. Le but est de favoriser l'engagement et le partenariat des patients aux différents échelons des soins de l'organisation, des services et de la gouvernance du système de santé. Ça avance, mais ça n'avance pas assez vite. Et on voit bien toute la difficulté aujourd'hui, M. Delfrécy, on nous en parlera peut-être, du débat de santé publique, et d'impliquer les citoyens. Et faire un débat très large. On le voit sur le Covid, hein, ça parle dans tous les sens. On lit un journal, il y en a un professeur quand même qui dit blanc, puis après, le soir à la télé, on a un autre professeur qui dit noir. Et je ne parle pas du professeur Delfrécy. C'est assez impressionnant quand même. Donc, on voit bien la difficulté. Bon, c'est la période est un peu particulière, mais on voit bien la difficulté du débat. Sur quelle base, comment débattre, quels sont les... Alors il y a un truc sur lequel ça a marché quand même, qui doit nous servir d'exemple, c'est les vaccins. La concertation citoyenne organisée par le professeur Alain Fischer il y a du temps de Marisol Touraine, et puis la mise en place par Agnès Buzyn d'obligation du vaccin, ça a marché, et on a l'impression, ça va revenir avec le vaccin contre le coronavirus, mais on a l'impression qu'on a quand même avancé dans la prise en compte d'un discours à peu près structuré de santé publique. Et septième proposition qui fait qui repose sur le fait qu'on s'est aperçu avant la crise qu'on n'avait pas de prospective. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de vieux, c'est que les centenaires, c'est assez incroyable, parce qu'on parle du papy boom qui arrive, la Deuxième Guerre mondiale, mais les centenaires vont doubler entre 2018 et 2022. Ils vont passer de 16 000, je crois, à 32 000, ou 36 000, 18 000 à 36 000. Parce que c'est le baby boom
de la Première Guerre mondiale. Donc on va doubler en 3 ans le nombre de centenaires. Donc ça on le sait, les maladies chroniques arrivent, mais on manque de prospective. Donc la dernière, Madame Broca nous dira qu'est-ce qu'elle en pense. Notre dernière proposition, c'est transformer le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en Haut Conseil de la prospective en santé. Parce que le Haut Conseil qui a été créé dans la réforme de l'assurance maladie de 2004, je crois, c'était vraiment sur l'assurance maladie. Mais depuis, il est sorti de son petit périmètre et il fait des recommandations qui dépassent ça, et de structuration du système de soins, etc. Donc on s'est dit, on ne va pas créer un nouveau Haut Conseil. On s'est dit peut-être ce qui serait intéressant, c'est que le Haut Conseil, justement, prenne ce sujet, et on l'avait dit avant la pandémie, on voit bien que ce sujet est fondamental, c'est où on va, comment on organise le système de santé, et qu'il y ait une vision partagée, les acteurs, les professionnels, etc., etc., etc. Voilà, je vous ai détaillé, pas trop, mais lisez-le, parce que ça se lit comme un roman, non, elle est bien, bon, il y a une petite longueur de temps en temps sur la définition des missions de la DGOS, c'est un petit peu long. Mais à part ça, c'est intéressant. Et on se dit que vraiment, si petit à petit ces préconisations sont mises en place, ça pourra vraiment rétablir une confiance, impliquer les professionnels de santé, les citoyens, les patients, et qu'on avance vers plus de qualité du système de soins.